Je passe au focus dédié aux forces aériennes stratégiques, élément essentiel de la dissuasion française. Et avant de céder la parole au général, quelques éléments de la doctrine de la France. Comme défini par le président de la République, chef des armées, la dissuasion vise à protéger la France et les Français contre toute menace d'origine étatique contre nos intérêts vitaux, d'où qu'elle vienne, et quelle qu'en soit la forme. La dissuasion française repose sur une triple crédibilité. Crédibilité politique portée par le président de la République, chef des armées et détenteur unique du feu nucléaire. Crédibilité technologique grâce à une base industrielle et technologique de défense souveraine à la pointe de la technologie. Et crédibilité opérationnelle incarnée par deux composantes complémentaires qui garantissent en permanence la mission de dissuasion. C'est la composante océanique qui repose sur les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la force océanique stratégique, et la composante nucléaire aéroportée, constituée de 2 forces, la force aéronavale nucléaire embarquée sur le porte-avions Charles de Gaulle, et les forces aériennes stratégiques de l'armée de l'air et de l'espace. Et depuis leur première prise d'alerte, il y a 60 ans, les FAS assurent la permanence de la composante nucléaire aéroportée sans discontinuer. Je vais maintenant céder la parole au général Willem qui vous expliquera plus en détail les missions des FAS. Général, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la déléguée. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour cette conférence de presse qui, comme vous l'imaginez, marque quand même un jalon assez important de notre histoire, pour nous, 60 ans de la première alerte des forces aériennes stratégiques. Alors, vous l'avez rappelé, les forces aériennes stratégiques sont la force permanente de la composante nucléaire aéroportée et la dissuasion nationale, qui est la clé de voûte de la stratégie française de défense. Nous sommes effectivement complémentaires de la force océanique stratégique, qui elle aussi est permanente, et puis la FANU, elle, est une composante que l'on dit de circonstance et qui offre des modes d'action particuliers à l'autorité politique. Alors, la dissuasion nucléaire française a pris finalement son envol le 8 octobre 1964 sous l'impulsion du général de Gaulle, avec cette première prise d'alerte à l'aide d'un Mirage 4 et sa bombe à gravité AN-11, alerte à ce jour ininterrompue donc depuis maintenant 60 ans. Donc je voulais profiter en fait de cette période un peu d'anniversaire des 60 ans des FAS pour faire un bilan du chemin parcouru, analyser un peu le présent et puis faire quelques projections sur l'avenir pour ce qui va concerner ce commandement particulier. Alors, concernant le chemin parcouru, je suis obligé, Madame la déléguée, d'évoquer quand même l'action de mes prédécesseurs et tous les anciens de la communauté de la CNA, hommes et femmes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur grade, parce qu'ils ont et continuent d'ailleurs à dépenser sans compter pour non seulement conserver, optimiser, mais aussi préparer l'avenir des capacités de la composante nucléaire aéroportée, et parfois jusqu'au sacrifice ultime de leur vie. Depuis la première prise d'alerte, j'irai assez rapidement là-dessus, à moins que vous ayez des questions à l'issue, 3 générations d'armes, de chasseurs-bombardiers et de ravitailleurs se sont succédés, et chacun, à leur époque, ont démontré la crédibilité technique et opérationnelle des forces aériennes stratégiques. Le premier, c'est le triptyque AN-11, Mirage 4A et le C-135, qui, pour l'époque, apportait vraiment une allonge assez remarquable, et c'était un véritable défi pour l'époque. Le deuxième, c'est le trio ASMP, le Mirage de Vilaine, donc qui a succédé au Mirage 4 en 1988, et le C-135. Donc ce nouveau trio a vraiment amélioré la performance globale grâce à une capacité de suivi de terrain donnée au Mirage de Vilaine et aux spécificités du missile. On était passé d'une génération de bombes à gravité à celle d'un missile de croisière. Aujourd'hui, eh bien, les FAS sont équipés de l'ASMPA rénové, une nouvelle version. Là aussi, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Et puis le Rafale et le MRTT qui permettent encore d'accroître la capacité de pénétration et donc de survie. Je voulais aussi souligner dans le domaine du chemin parcouru, c'est que finalement, dans le domaine de la dissuasion, nous n'avançons pas seuls. Ce haut niveau de capacité technique et de compétences opérationnelles, en fait, n'aurait pas été possible et n'est toujours pas possible aujourd'hui sans ce que l'on appelle l'œuvre commune, c'est-à-dire sans une synergie collective de tous les acteurs. Je pense à l'état-major des armées, l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, la délégation générale pour l'armement, le commissariat à l'énergie atomique,
l'inspection des armements nucléaires et la gendarmerie spécialisée des armements nucléaires. Alors je suis désolé, il y en a encore beaucoup d'autres que je n'ai pas cités, mais je dirais que ce sont les acteurs essentiels et indispensables finalement à l'évolution des forces aériennes stratégiques. Alors, Madame la déléguée, vous avez évoqué la crédibilité sous la forme de 3 piliers. Alors, je vais être obligé de vous faire mentir parce que j'en rajoute un 4e, mais qui m'est un peu plus personnel. Donc, vous avez évoqué la crédibilité politique et technologique. La crédibilité opérationnelle, effectivement, les FAS répondent en fait à une règle assez simple, c'est celle des 3 P, la portée, la pénétration et la précision. Mais je voulais aller un peu au-delà de toutes ces capacités technologiques que vous connaissez, que ce soit les vecteurs ou les armes. Je voulais souligner quand même l'excellence, finalement, des équipages et des équipes au sol des FAS, c'est-à-dire l'ensemble du personnel qui met en œuvre cet outil et qui ajuste quotidiennement leur entraînement et leur tactique pour maintenir notre capacité opérationnelle. Alors, je rajoute un 4e pilier qui m'est propre, c'est celui qui concerne la maturité avec laquelle on emploie l'arme nucléaire. On travaille vraiment dans un cadre maîtrisé dans lequel les forces stratégiques mettent en œuvre l'arme nucléaire bâtie autour d'exigences, assez têtues parfois. Je pourrais citer notamment le contrôle gouvernemental et les règles de sécurité nucléaire et les règles de sécurité aéronautique. Et je pense que dans ces domaines, la France est considérée comme une référence en raison de son expérience et de son expertise. Voilà, pour ce qui concerne un peu le chemin parcouru et finalement ce qui fait le socle des forces aériennes stratégiques. Un focus rapide sur ce que sont les FAS aujourd'hui. Pour garantir notre crédibilité, finalement, le CFAS est un commandement qui doit s'adapter constamment et qui repose sur une organisation cohérente. L'objectif, comme je le répète souvent et comme le ministre aussi le rappelle, n'est pas de préparer, d'assurer les guerres d'aujourd'hui, mais bien de préparer les guerres de demain. Donc on regarde bien évidemment au sol, mais on regarde aussi loin devant, on se projette. Donc on tire finalement notre force et notre cohérence parce que c'est un commandement un peu particulier, parce qu'il est à la fois opérationnel, c'est-à-dire que je rends compte en tant que GCFAS au chef d'état-major des armées de ma capacité à remplir la mission. Mais je rencontre aussi, j'ai un autre volet qui est celui organique, et je rends compte du niveau de préparation des forces au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. On a un spectre assez large de prérogatives. Je ne vais pas toutes les citer, mais je pense notamment à l'anticipation stratégique, à la mission de renseignement, à la préparation opérationnelle, à la conduite des opérations et à la fonction du retour d'expérience, le RETEX. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que finalement, les FAS ont de toute évidence structuré l'armée de l'air d'une manière globale parce qu'elles ont largement contribué à lui permettre de se préparer aux missions de haute intensité, ce terme très à la mode. Plusieurs briques ont été apportées depuis la première prise d'alerte en 1964. Je pense à la notion de permanence avec une chaîne de commandement associée, la préparation de mission, le renseignement dans les domaines spécifiques. On a aussi été à l'origine, on a développé des systèmes de communication modernes et redondantes, très particulières, ainsi que des tactiques pour des missions de haut du spectre dans les environnements les plus hostiles, ce qui positionne finalement les FAS un peu en tête des réflexions de savoir-faire dans le combat de haute intensité, notamment en matière de projection de puissance et de pénétration du RAID. Alors, on démontre souvent nos capacités à l'occasion d'une opération très particulière, mais que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. C'est le fameux POCR, qui est finalement une simulation d'arrêt nucléaire d'envergure. Alors, cette opération, elle est réalisée 4 fois par an, et ça reste vraiment un rendez-vous essentiel pour les FAS et pour le GCFAS que je suis, parce que ça permet non seulement de démontrer notre crédibilité, mais ça permet aussi finalement de servir de laboratoire pour tester des nouvelles tactiques, des nouveaux modes d'action, et ça on l'expérimente donc 4 fois par an. Alors je l'évoquais, le CFAS est un commandement qui s'adapte de manière permanente. Et dans ce cadre-là, je pense que ça ne vous aura pas échappé, il y a eu un regroupement en fait de l'état-major des FAS qui était ventilé entre Villacoublay et Taverny, et depuis juin de cette année, nous sommes regroupés tous sur la base de Taverny. Donc à cette structure d'état-major, on s'appuie sur 3 bases à vocation nucléaire, que sont Avord, Istres et Saint-Dizier. Chacune a une capacité d'hébergement d'armes et a des spécificités, des unités ou des escadres particulières pour remplir nos missions. Il faut savoir que l'ensemble de ces unités, avec l'appui de l'état-major des FAS, bien évidemment,
réalise plus de 70 exercices par an, dont beaucoup avec une manipulation d'armes réelles. Alors, pour ce qui concerne les moyens gérés assez vite, c'est basé sur le couple ravitailleur, porteur et missile. Le Rafale, je pense que tout le monde a conscience de ses capacités, de sa polyvalence, à les démontrer au quotidien, que ce soit au cours d'exercices ou d'opérations réelles dans les 4 coins de la planète. Le deuxième pilier dans ce volet capacitaire, c'est vraiment l'arrivée de l'Airbus A330, qui a vraiment bouleversé finalement nos capacités opérationnelles. Mais pas que celle des FAS, celle de l'armée de l'air et des armées de manière globale. Alors, il offre des capacités de projection vraiment démultipliées sur des très longues distances. Et ça a été démontré d'ailleurs récemment avec Pégase, qui a été réalisé en juillet-août, où c'était d'ailleurs la 3e édition, je crois, ce qui rappelle que finalement on est capable aussi d'aller se projeter assez loin et d'assumer une certaine souveraineté à longue distance. Concernant le missile, je l'ai évoqué, on est passé sur une nouvelle version de la SMPA, une version rénovée qui offre des capacités de survie supplémentaires et de précision supplémentaires. Et il y a eu un tir d'évaluation des forces cette année et qui s'est soldé par un succès total, ce qui montre quand même que ce missile est arrivé à maturité et est progressivement intégré dans le volet opérationnel aujourd'hui. Alors l'ADN des FAS, j'irai assez vite, mais je pense que c'est important quand même de souligner ce qui fait vraiment, ce qui constitue les caractéristiques majeures des FAS. Il y a quelques mots sur lesquels je pourrais revenir si vous souhaitez plus de détails. Je pense à la notion de visibilité, la notion de dualité, de réactivité, d'adaptabilité, de réversibilité et de précision. Alors la visibilité, c'est ce qui permet finalement de contribuer au dialogue dissuasif en suggérant une intention d'agir, voire une détermination à agir. La dualité, c'est vraiment la participation des FAS à beaucoup de missions conventionnelles. Ça, c'est vraiment une nouveauté. En 20 ans, je pense que les FAS ont complètement changé de physionomie en participant de manière très concrète aux missions conventionnelles de l'armée de l'air. Je pense à la police du ciel, la PPS. Je pense à des participations, par exemple, à la protection, à la sécurisation des Jeux Olympiques avec 2 Rafales et un MRTT. Je pense au désengagement à la crise au Niger et puis plus récemment avec la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est quand même un pont aérien inédit. Je pense que les armées n'ont jamais réalisé ça dans le temps. C'est 14 000 km, 9 MRTT engagés en simultané. C'est 4 100 passagers transportés, 430 tonnes de matériel. Le troisième terme, c'est celui de la réactivité, pour s'adapter au contexte actuel, qui est, je pense que je ne vous apprends rien, qui est très évolutif. Il y a une notion aussi d'adaptabilité, parce qu'il faut prendre en compte effectivement les environnements et répondre aux attentes de nos autorités politiques. La notion de réversibilité aussi est importante chez nous, c'est-à-dire que ça offre au président de la République la possibilité de montrer sa détermination et de revenir en arrière, de désengager les forces pour revenir dans un cadre maîtrisé, je dirais, du dialogue dissuasif. Enfin, il y a un terme aussi qui revient souvent, c'est la précision, qui fait aussi un peu notre caractéristique, c'est-à-dire être capable de mener des actions et contrôler des effets avec exactitude. J'utilise souvent ce terme. Les FAS, finalement, répondent à une règle simple, c'est celle des 3 R, robuste, redouté et reconnu. Et ça trace un peu ma feuille de route pour les mois ou les années à venir. Alors, j'ai quelques points d'attention dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Donc, j'aborde à présent ma 3e et dernière partie. Je pense qu'aujourd'hui, les FAS n'ont jamais été aussi puissantes. Mais finalement, on est quelque part condamné, encore une fois, à l'être davantage demain parce que la menace va changer. Et donc, notre travail, et mon travail en tant que GCFAS, avec tous les acteurs que j'ai décrits en introduction, est bien de préparer l'avenir et de manière à pouvoir léguer à nos successeurs un outil performant. Alors, nous menons en particulier des travaux sur la résilience sur le territoire national, c'est-à-dire la protection de nos emprises face aux menaces nouvelles, et je pense notamment aux menaces hybrides, parce que c'est ça qui va nous donner notre liberté d'action. Alors, dans ce domaine-là, il y a plusieurs sujets. Je ne vais pas les développer. Je pense à la défense solaire, à la lutte anti-drone et encore une fois à la police du ciel. De nouveaux équipements vont arriver
et vont être mis en service à courte échéance. J'ai parlé du standard 4. Ça y est, c'est le début. Là, on a commencé à intégrer les premiers avions dans nos dispositifs. Standard 4 qui offre des capacités de suite terrain automatique et donc de survie améliorées et aussi de guerre électronique, un peu rénovée. On travaille aussi sur la rénovation de nos centres d'opération, les fameux COFAS, de manière à pouvoir prendre en compte l'arrivée du multimilieu multichamp et être beaucoup plus connecté et réactif avec les différents acteurs qui participent à nos montées en puissance. La SMPA rénovée arrive aussi, et puis à plus long terme, on travaille sur des dossiers aux horizons 2030 dans un premier temps sur le futur Rafale F5 et la SN4G, qui sera le futur missile hyper véloce, et puis sur un standard 2 du MRTT qui va nous offrir des capacités de connectivité accrues. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, et pour conclure, nous sommes mobilisés sur de nombreux projets qui s'inscrivent dans les défis de la décennie, mais encore un peu plus tard. Je pense au CD du futur, engagement multimilieu, multichamp, la transformation numérique, la connectivité, et puis aussi l'intégration, bien évidemment, de l'intelligence artificielle.